Coucou tout le monde, nous voici dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau cadre, tout simplement parce que j'ai retrouvé un nouveau siège de lecture qui est vraiment parfait. C'est le type de siège, je vous montre. Voilà, je pourrais pas le faire, mais en fait, quand vous vous penchez en arrière, il y a le truc en dessous là qui se lève, vous voyez? Et donc du coup, ça fait que je pourrais lire, on va essayer comme ça, je peux lire allongé, et ça c'est absolument merveilleux. Et puis ça revient tout droit tout seul quoi. Enfin bon, du coup voilà, j'ai voulu inaugurer ce petit fauteuil de lecture et puis me remettre, non pas dans ma chambre, mais bon là c'est la pièce salle d'amis où il y avait la bibliothèque BD qui est vide mais qui me sert à entreposer les livres que je lis cet été. Et puis ma foi, quand on partira, eh ben, je referai des cartons avec les livres de cet été. Donc voilà, écoutez, on va partir pour cette vidéo après ce petit laïus. Donc dans cette vidéo, on va faire l'update lecture des 15 derniers jours du mois de juillet. Ça fait un total de 32 livres pour le mois de juillet, c'est plutôt très bien. On est loin des 40 et quelques de ces 2 derniers mois, voire même 60 il me semble. Mais voilà, on est dans une passe compliquée, je l'ai déjà dit dans la première partie de cette update lecture. Mais je ne suis pas plus autant déçue de ne pas avoir lu absolument 50 livres ou 40 livres. Parce que j'ai lu beaucoup de livres de ma palle et j'ai eu pas mal de, enfin vraiment quasi que des coups de cœur, mis à part une déception. Il y a juste dans un livre que je vais citer, mais je ne vais pas vous en parler plus en détail parce que c'est une œuvre à paraître. Et donc du coup, vous aurez là la chronique écrite sur Insta quelques... peut-être 48 heures avant la date de parution officielle. Voilà. Donc avec ma petite liste, je vais commencer par vous parler des livres que j'ai lus, soit en emprunt, donc que je ne peux pas vous montrer là, soit pour 3 livres, des livres que j'ai lus au format numérique. Donc on s'était arrêté avec la dernière lecture du 15 juillet, là du coup on fait à partir du 15 juillet, et donc j'ai ouvert le bal de cette deuxième quinzaine avec La Forêt des Grosses Truffes, le tome 1, Gare à la Chute de Ludovic Lecomte, que j'ai lu le 18 juillet. La Forêt des Grosses Truffes fait partie du coup de la collection des premiers romans de chez Gulfstream. Écoutez, c'est vraiment des premiers romans qui sont vraiment géniaux. Ils ont toute une collection qui est vraiment fabuleuse là-dessus. Et La Forêt des Grosses Truffes, c'est une série qui me faisait de l'œil énormément parce qu'on parle animaux. Enfin, les protagonistes sont tous des animaux. On va parler de l'écologie parce que là, dans ce premier tome, il va y avoir en fait deux nouvelles. Et la première, Gare à la Chute, c'est sur le fait que nous jetons nos déchets aux abords des forêts. Et du coup, bah, des fois, on se rend pas compte que si on jette une canette, par exemple, ça peut atterrir sur la tête d'un écureuil et lui faire très mal. Enfin, je dis un écureuil, non, pas un écureuil, parce que l'écureuil, il est dans son arbre, mais c'est surtout les lapins, les mulots, voilà, toutes les petites créatures qui vivent plutôt sur le sol. Donc, c'est pour l'instant 3 tomes. Je pense que c'est une série qu'on va suivre au boulot, donc j'espère pouvoir lire la suite, mais voilà, c'est vraiment des petits romans vraiment géniaux, avec des illustrations tout en couleur, le petit message moraliste qui est bien mené. Et puis voilà, on passe un très agréable moment. Ensuite, j'ai lu Les Enfants de la Résistance, le tome 5, 6 et 7, écrit par Cécile Jugla, mais en fait, les romans Les Enfants de la Résistance sont tirés de la BD de Dugommier et Hersch. C'est vrai, alors pourquoi j'ai pas lu les BD? En fait, j'ai commencé cette série à un moment où j'avais lu énormément de BD et je voulais plus lire de BD, mais cette histoire me faisait énormément envie. J'avais commencé cette série aux alentours du 8 juin, donc aux alentours du 6-8 juin, donc au moment des débarquements, au moment de la célébration du débarquement, et donc du coup j'avais lu Les Enfants de la Balme, et là j'avais lu aussi Les Enfants de la Résistance au format roman. Écoutez, c'est une histoire qui est franchement hyper agréable, très active, avec de profonds messages dedans. Et en fait, j'ai pensé à cette série parce que au boulot, je fais des réceptions de classe
Et là, il y avait une institutrice qui m'avait proposé de participer au vote pour les 4 lauréats qui participeront au concours de lecture à voix haute d'une classe de CE2, je crois. Ou CM1, ouais, je crois que c'était CM1. Et en fait, ils étaient 8 élèves, et on devait en choisir 4 et puis une. Et chaque élève, du coup, avait choisi un extrait d'un livre. Et il y avait un petit garçon, justement, qui avait choisi de lire un passage des Enfants de la Résistance. Et ça m'avait beaucoup émue parce que, du coup, il avait pris un passage qui parlait du père. Résistant, je ne vais pas vous en dire plus, mais qui était vraiment extrêmement touchant, et j'avais trouvé qu'il l'avait lu extrêmement bien. Malheureusement c'est pas lui qui a été choisi, mais voilà. Mais du coup voilà, il m'avait vraiment donné envie de découvrir cette série de par son amour pour ce roman et sa façon de l'avoir lu. Donc j'ai très très hâte de connaître la suite, parce qu'en soi le tome 8 BD est sorti, mais en roman pas encore, donc je vais pas lire la BD. Même si c'est un petit peu de la torture parce qu'au boulot j'ai le tome 8. Mais voilà, je préfère attendre le tome 8 en roman, j'ai le temps. Voilà, je le lirai à ce moment-là, quoi. Et puis vraiment, on n'est pas à l'abri qu'un jour ça me pète et puis que je prenne le tome 8, quoi. Mais je sais qu'il y a un tome 9 qui est prévu en BD, donc en soi, c'est pas hyper pressé s'il faut attendre l'année prochaine pour avoir le tome 9, quoi. Donc voilà, mollo mollo. Ensuite, j'ai lu Hector de Fred Dupuis. Alors c'était un roman qui était plutôt très sympa, c'était un petit peu un roman de passage entre 2 autres romans. Je crois que je l'ai lu entre la sélection et le livre des rêves interdits. Et en fait c'était plutôt pas mal. C'est l'histoire d'Hector, du coup, qui est un hamster qui se fait un petit peu chier dans sa cage. Il va essayer de s'échapper pour découvrir la vie sauvage et prouver à ses ancêtres qu'il n'a pas perdu ses instincts sauvages. Et donc du coup on va suivre sa petite péripétie, petite parce que le roman fait même pas 200 pages. Donc c'est une petite péripétie très sympa, voilà. Qui parle beaucoup de confiance en soi, de croire en soi, le fait qu'on soit différent et qu'on se contente de ce qu'on a sans forcément aller chercher si c'est mieux chez le voisin, ou de vouloir à tout prix faire comme les autres, etc. Donc il y a de très très bons messages véhiculés là-dedans. C'est pas non plus le livre de l'année, mais rien que pour les messages qu'il véhicule, et je trouve ça très important, et c'est hyper drôle en fait de la manière dont c'est mené. Donc ouais, c'est une très très bonne série. Il y a plusieurs tomes de Hector. Et il y a une autre série qui s'appelle Flopsy, où là ça va être un lapin un peu machiavélique. Donc je pense que je lirai Flopsy, mais le truc c'est qu'au boulot on a le tome 1 et le tome 3, on n'a pas le tome 2, quoi. Mais voilà, c'est une série très humoristique, très bien écrite, très rapide, très léger pour l'été en tout cas, hein. Si vous aimez les petites lectures comme ça pour l'été, c'est vraiment génial. Et pour vos petits aussi, absolument, c'est tout à fait recommandable. Ensuite, j'ai lu Les succulentes aventures de Mila et Bull, le tome 3, une mission al dente. J'avais du coup lu le tome 1 en empruntant à la bibliothèque, le tome 2 aussi, et donc du coup j'avais super hâte de lire le tome 3, parce que ce sont des aventures très gourmandes. Le premier tome se déroulait dans le monde de la pâtisserie, le deuxième tome se déroulait dans le monde du fromage, et là ce troisième tome se passait dans le monde des pâtes. Donc en fait dans chaque tome ils vont avoir une espèce de quête. Par exemple la première quête c'était essayer de sauver la dernière fleur de sucre. Le deuxième c'était surtout trouver la maman de Bull, il me semble. Et là, dans celui-là, en fait, ils vont essayer de gagner un concours parce qu'en fait, si tu gagnes ce concours, c'est un concours de fabrication de machines mécaniciens, je sais plus le terme exact. Parce qu'en fait, dans le monde où vit Mila, donc dans le monde de la pâtisserie, les machines tombent en panne. Et à cause d'un roi tyrannique, ceux qui réparent les machines ne peuvent plus sortir de leurs frontières. Et donc du coup Mila et Bull vont s'inscrire à ce concours coûte que coûte, même s'ils ne sont pas du tout bien accueillis, et ils vont essayer de gagner pour à la base obtenir la certification de mécanicienne pour retourner dans son pays et réparer les machines de sa pâtisserie. Mais au final ça va prendre un tour tout plus politique,
parce que ça se passe très mal dans ce monde des pâtes. Il y a un truc que j'ai trouvé très très drôle là-dedans, qui était assez paradoxal et hyper intéressant à voir. Parce que ce sont des pâtes. Vraiment, vous avez les habitants de ce monde, ce sont des coquillettes, ce sont des pennes, ce sont des spaghettis, ce sont des tortellini, pas des tortellini, mais des tortelli, là. Enfin, vraiment, il y a toutes les espèces de pâtes, quoi. Et en fait, c'est très très drôle parce que Bulle, donc le petit dragon, il adore manger des pâtes. Et donc, il y a toujours ce petit truc de cannibalisme, là, qui se promène dans l'histoire, qui était vraiment assez drôle. Et voilà, parce que vraiment, enfin, il me semble qu'à un moment donné, ils étaient rentrés dans un resto où on proposait des pâtes à manger. Enfin, c'était bizarre, quoi. Mais c'était quand même assez drôle et paradoxal. Enfin, c'était super intéressant, ce troisième tome. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un tome un peu plus creusé, justement, parce qu'il y a toute cette partie politique où le peuple est opprimé, le peuple est vraiment privé de ses libertés, et du coup, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Ça, c'est une série, vous voyez, que j'aimerais bien m'acheter plus tard pour avoir dans ma collection, parce que c'est vraiment des romans qui sont vraiment géniaux. Alors, c'est vrai qu'au niveau des couvertures, par exemple, le premier tome qui est dans les tons violet-rose, de visu, quand vous allez en bibliothèque, vous le voyez, ça pourrait passer pour un livre très très girly, quoi. Alors que en fait, ça pourrait rebuter des garçons, parce que moi je les vois tous les jours à la bibliothèque. Les garçons, je les ai vus plusieurs fois refuser des livres parce qu'ils étaient un peu roses ou autres. Et puis au final, quand je leur explique l'histoire, ils se rendent compte que c'est pas du tout une histoire pour filles. Et du coup, ben, je trouve que c'est une série, ouais, qu'il faudrait mettre dans les mains de plein d'enfants, hein, pour qui s'enlève un peu ces clichés de rose, c'est pour les filles, c'est pas pour moi. Moi, je lis que du One Piece, c'est pour les garçons, bref. Enfin, voilà, vraiment, là, 3 tomes très très bons, rien à dire. Ensuite, justement, on en vient au livre dont je ne peux pas vous parler, mais que je ne peux juste vous citer. Je ne suis pas mis, j'ai pas un couteau sous la gorge, hein, on m'interdit pas de vous en parler, mais c'est vrai que vu que c'est un livre à paraître le 24 août, je pense que c'est plus judicieux pour la maison d'édition que j'en parle, 48 heures max avant la date de publication officielle. Donc, il s'agit de L'Invisible de l'internat de Blesswood, qui est écrit par Oksana Hope chez Scrinéo. Alors, c'est un livre que j'ai eu grâce à un NetGalley, j'ai postulé et du coup, j'ai été acceptée, quoi. C'est une lecture, franchement, dans le thème horrifique, très sombre, une académie un petit peu spéciale, secrète, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, ça s'est lu très très vite, mais voilà, je vous en dis pas plus, vous aurez la chronique... autour du... Ça sort le 29 août, donc ouais, autour du 26, quelque chose comme ça. Ensuite, les deux derniers livres que j'ai lus en numérique, il s'agit de Wolf Girl, le tome 2 et le tome 3 de Anne Do. Alors, qui a le bonheur de m'être replongée dans cette série. J'ai le tome 1 dans ma bibliothèque au format physique. Et en fait, j'ai continué en numérique. Sauf que quelle fut ma déception, mais alors immense, quand je me suis rendu compte qu'il y avait 11 tomes. Mais que du tome 4 au tome 11, ils ne sont pas encore traduits. Donc en fait, ça se trouve, je n'aurais pas le fin mot de l'histoire, étant donné que le tome 3 se finit sur un cliffhanger, quoi. Et donc du coup, j'ai vraiment été très déçue par ça, et du coup, j'ai envoyé un message à la maison d'édition, à la Martinière Jeunesse, du coup. Je leur ai demandé s'ils comptaient faire la traduction de la suite. Et ma foi, ils m'ont répondu que la prod éditoriale se posait la question de savoir s'ils vont traduire ou pas la suite. Mais du coup, voilà, j'ai cherché à voir s'ils étaient dispo en e-book en anglais. Ils le sont, mais c'est vrai que 10 balles le e-book x 11, ça fait quand même 110 € pour des livres numériques. Ça fait un peu cher là, actuellement. Donc voilà, peut-être si Dieu le veut, on aura la suite en français dans peu de temps, et puis je pourrais me les prendre en e-book, mais c'est vrai que si je paye 110 € d'e-book en anglais, alors que j'ai quasi jamais lu en anglais, soit c'est 50-50, hein, soit ça marche très bien, j'arrive très bien à lire le livre, soit je me retrouverai avec 110 € d'e-book que je ne serai pas capable de lire dans la foulée, donc ça serait un petit peu frustrant, quoi.
Donc à voir, mais du coup un peu déçu de m'être replongée avec Fougue dedans pour au final ne pas voir la suite. Voilà, voilà. Ensuite, on en a fini du coup pour les petits livres en numérique. Maintenant, on va parler aux bons vieux livres physiques. Ça va être assez rapide, je pense, parce qu'il y en a il y en a quelques-uns qui se suivent. Donc, voilà. Alors, celui-là, du coup, c'est celui de ma palle perso, et ceux-là, ce sont des emprunts parce que ces deux-là, actuellement, je les ai dans ma palle. Sauf qu'ils sont dans soit les cartons ici, soit dans les cartons en bas qui sont empilés les uns sur les autres, qui pèsent un an de mort. Donc, étant donné que j'avais adoré le tome 1, je m'étais dit, il faut que je lise la suite, quoi. Et puis, du coup, je les ai pris à la bibliothèque. Et, ma foi, je les rendrai je les rendrai demain, je pense, ou ce week-end. Donc, pour faire le topo, je vais pas faire le topo tome par tome, sinon ça va prendre une blinde. Mais du coup, là, pour une fois que j'ai lu une série entière, je vais pouvoir vous faire un avis sur la saga complète. Donc, avant tout, je fais un petit disclaimer dans le sens où c'est une série qui est vieille. Qui date... elle a été publiée... pourquoi ils n'ont pas mis la date de publication? Dis donc, si. Voilà, 2012. Donc, cette série a 12 ans. Donc, il faut prendre cette série avec des pincettes au niveau des tropes, au niveau du style d'intrigue. Parce que 2012, c'est quand même là où il y a eu l'avènement de Twilight, l'avènement des premières dystopies avec de la romance, divergente. Hunger Games, pas vraiment, mais vraiment divergente, et j'en passe. Il y a eu toute une chier de dystopies, de romances comme ça, dans la collection Black Moon, par exemple. Et en fait, Black Moon de chez Hachette et la collection R de Robert Laffont, c'était vraiment les deux collections qui marchaient du feu de Dieu à cette époque de leur sortie, quoi. 2012, j'avais 14 ans, donc vraiment, c'était dans la veine. C'était vraiment l'apogée de ce style littéraire. Parce que c'est maintenant, en fait, quand je regarde sur Babelio, que je regarde les derniers avis, il y a beaucoup d'avis qui sont vachement négatifs sur cette série, en disant que c'est du vu, du revu, que c'est un triangle, parce que c'est un triangle amoureux très banal, ou c'est pas hyper pointilleux comme les romantésies qui sortent actuellement, etc. Mais messieurs, dames, vous lisez une série qui a 12 ans. Il y a 12 ans, les attentes et les choses qui marchaient ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il faut prendre vraiment les choses avec pincettes, il faut les prendre avec légèreté et se laisser porter par les histoires sans forcément s'attendre à des world building comme les grosses sorties actuelles de 2024, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais dire ça en début de cette chronique, parce que vraiment, j'ai lu de ces trucs qui étaient vraiment pas du tout justifiés, quoi. Je veux dire, que ça plaise, d'accord, mais vraiment, des critiques qui étaient vraiment très destructrices et pas du tout constructrices. Bah, du coup, oui, ça va. Non. Bref. Moi, pour le coup, qui ne suis pas du tout histoire d'amour, ou très peu, par exemple, les seules histoires d'amour là en ce moment qui me font vraiment battre le cœur, c'était The Prison Healer. Maintenant, c'est fini. Mais là, par exemple, la nouvelle série vraiment qui me fait battre mon petit cœur, c'est les artefacts d'Uranos. Donc, j'ai très très hâte de lire la suite. Mais c'est vrai que si vous comparez les artefacts d'Uranos à ça, il y a un monde différent. Mais c'est normal. Il y a 12 ans d'évolution éditoriale entre. Donc, c'est pas comparable. Et du coup, moi, pour mon avis personnel, j'ai déjà convaincu Scrapaboom d'acheter toute la collection sur Vinted. Je suis un diable. Mais parce que j'ai vraiment été sincère dans le sens où c'est vraiment bien en soi. C'est vraiment bien, il faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Moi-même, en soi, j'avais des appréhensions, mais des appréhensions pas au niveau de la qualité, mais des appréhensions parce que ça faisait un bail qu'elle était sortie, ça faisait un bail que je l'avais dans ma palle, et je savais pas si j'avais vraiment encore l'envie de lire cette histoire, quoi. C'était juste moi, personnellement. Mais l'histoire m'intéressait toujours, mais je savais pas si je voulais la lire par rapport à tout ce que j'ai d'autre dans ma palle, quoi. Et au final, ma foi, j'ai eu un moment de faiblesse. Je me suis dit, allez, je me le fais péter. Et puis au final, voilà, j'ai lu les 3 tomes. Celui-là, je l'ai lu la semaine dernière. Et ces deux-là, donc on est quel jour? On est jeudi. Celui-là, je l'ai lu hier soir, de 20h à 23h30. Et celui-là, je l'ai lu, j'ai dit quand? Mercredi, je l'ai lu lundi soir et mardi matin. Donc vraiment, ça s'est suivi. Et lui, écoutez, comme je disais sur Insta, alors je sais pas si c'est dû au fait que j'ai bu énormément de thé, mais j'en bois énormément tous les jours,
Mais vraiment, hier, je l'ai commencé à 8h, je me suis couchée à 23h30. Je crois que c'est la première fois depuis que mon fils est né que je me couche aussi tard à cause d'un livre. Donc ça veut dire que, voilà, je recommence un peu à avoir cette liberté de me coucher tard parce que le livre me fait du bien, ou machin, parce que le petit se lève plus tard. Et c'est vrai qu'avant, jusqu'à présent, en soi, je me disais, voilà, tu lis 1 heure et puis à 21h dodo, sinon le soir, tu vas pas, le lendemain, tu vas pas pouvoir assumer ta journée, quoi. Et au final, je trouve que non, parce que quand je me suis couchée hier, donc à minuit, à peu près, le temps d'endormir, j'ai fait une nuit sans rêve, sans cauchemar. Il y aurait pu avoir une bombe que je n'aurais rien entendu. Et le matin, je me suis levée, j'étais bien, et du coup, je me suis rendu compte vraiment l'impact d'être à fond dans quelque chose et de pas laisser en fait mon cerveau m'empêcher de dormir, parce que vraiment je fais partie de ces personnes qui ont du mal énormément à s'endormir. Si je peux mettre jusqu'à il y en a certains qui mettent plus, ça, mais pour moi c'est beaucoup de me dire qu'il faut que je mette quasi 45 minutes, 1 heure pour m'endormir. Et c'est vrai que par exemple en journée, quand mon fils il dort 1h30, 2 heures, et que j'essaye de dormir en même temps que lui pour me reposer, et ben quand tu mets 1 heure à t'endormir et que le petit dort 1h30, et ben tu t'es pas si reposé que ça, quoi. Et donc du coup hier, voilà, je me suis dit putain, mais en fait il faudrait que je lise plus le soir pour mieux m'endormir. Bref. Donc pour la petite histoire, nous allons suivre America dans un monde où là il y a eu la 4e guerre mondiale. Les Chinois ont envahi les Américains, les Russes aussi, et en fait ils ont fait les États-Unis populaires de Chine, un truc comme ça. Donc du coup il y a eu une monarchie qui a été installée et un système de caste par 8 qui a été installé. Le prince, le roi, au moment de cette 4e guerre mondiale qui a été mis au pouvoir, a instauré, en même temps que le système des castes, le système de la sélection, qui a pour but de trouver la femme idéale au prince. Et cette sélection se déroule sur plusieurs mois, hein. Il y a 35 candidates et ensuite le prince devra choisir l'une d'elles. America ne voulait pas du tout, en avait rien à foutre de cette sélection. C'était sa mère qui lui mettait le grappin dessus pour qu'elle s'inscrive à cette sélection. En tant que 5, elle n'avait pas non plus la meilleure des castes. Elle était artiste, elle est artiste, elle est violoniste et elle chante aussi. Et ils avaient une situation financière et quotidienne qui était pas dingue. Et en fait, voilà, pour elle, c'était surtout s'inscrire pour essayer si elle était sélectionnée, parce qu'elle y croyait pas du tout, hein, qu'elle soit sélectionnée. Et son but, voilà, c'était d'essayer de rendre la vie de sa famille meilleure. Donc elle va se rendre dans ce château, elle va rencontrer le prince, sauf qu'en fait, quand au moment de la sélection, au moment où elle a déposé sa candidature, etc., elle s'est fait larguer par son premier amour. 2 ans après, 2 ans de relation, il parlait de mariage, il parlait de mettre de côté, etc. et tout, sauf que Aspen, du coup, son amour de jeunesse, l'a larguée avant qu'elle parte au royaume. Sauf que ce petit Aspen va la suivre jusqu'au royaume, et c'est là qu'on va avoir le fameux triangle amoureux. Pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Alors, c'est vrai que j'ai hésité entre les deux jusqu'à la 2e moitié du tome 2. Après, j'avais plus aucun doute, j'avais déjà mon préféré. Comme la plupart, j'imagine. Hein. Mais c'est vrai que même si j'avais un préféré, j'étais quand même assez rebutée par certaines de ses manières d'agir, etc. Puis au final, je suis assez contente du dénouement. Alors, la romance prend quand même un grand pas. On a beaucoup de situations où elle se remet en question, elle change d'avis, et puis lui aussi, et puis machin. Mais il y a quand même aussi tout l'aspect politique est quand même bien présent, hein, parce que elle va avoir un rôle un peu à la Katniss, à devoir remettre en cause tout un système politique qui a toujours fonctionné. Et du coup, il y a quand même l'aspect politique qui est quand même bien présent. C'est pour ça que ça m'a autant plu, parce que les deux se combinaient extrêmement bien. On avait le côté aussi télé-réalité qui était aussi super entraînant, avec les préparations aux prochaines émissions, le fait qu'ils étaient filmés, il y a pas mal de leçons d'histoire où du coup nous on apprend en même temps qu'America, par exemple, la vraie histoire de cette 4e Seconde Guerre mondiale,
4e guerre mondiale. Donc voilà, vraiment, franchement, c'est une trilogie qui est vraiment très bien. Alors je dis une trilogie tout en sachant qu'il y a le tome 4 et 5 qui existent, mais en fait, l'histoire d'America se déroule que sur ces 3 tomes. Le tome 4 et 5, L'héritière et la couronne, se déroule 20 ans après la sélection de America, donc je suppose que c'est pour... ils vont faire la sélection pour la fille d'America. Donc je le lirai parce qu'au final ça me plaît bien, moi j'aime bien cet univers, hein. J'aime bien la plume de Kyriakas aussi, c'est hyper important. Mais peut-être pas de suite parce que j'ai pas envie de me dégoûter de ce genre de trope et ce genre ce genre d'intrigue, parce que j'en ai un qui m'attend très passivement dans ma palle, qui est Noblesse oblige, qui est dans le même style à peu près, hein. Et du coup voilà, je fais une pause sur ce thème-là. Je lis Noblesse oblige en quelques temps. Et une fois que j'aurai lu Noblesse oblige, je lirai le tome 4 et 5 de ça. Et puis, j'ai aussi dans ma palle numérique son autre duologie, L'amoureuse et la fiancée. Donc, niveau intrigue amoureuse, dystopique et tout, j'ai de quoi faire avec l'autrice. Donc voilà, franchement, très très belle découverte. Et tu ne le regretteras pas, Scrapaboom, ne t'inquiète pas. Ensuite, on reste dans le thème de la romance avec Red Tears de Eleonora Gagero chez Bayard. Apparemment, c'est un tome 1. Je pense qu'il y aura une suite d'après la fin du roman. C'est un livre qui a été un peu mal accueilli. C'est vrai que beaucoup disaient que c'était très vite, que c'était bâclé, que c'était une pâle copie de Vampire Diaries. Moi, j'ai bien kiffé mon moment. C'est vrai que parfois, c'était un peu trop rapide, que notre jeune Jules, qui est une fille, acceptait un peu trop tout facilement, en fait. Mais je pense que, vu les actions et vu ce qui se passait, t'avais pas le choix que d'accepter, sinon tu creves, en fait. Tu crèves. Donc, c'est vrai qu'on sent cette rapidité, hein. On sent un peu cette naïveté un peu trop facile. Mais pour moi, ça m'a pas gâché l'histoire, j'ai bien aimé. Donc c'est Jules, en fait, qui est à l'université. Il va y avoir un mystérieux Kai qui va débarquer. Son monde bascule lorsqu'elle se fait attaquer par des ombres démoniaques et que Kai révèle d'étranges pouvoirs pour la sauver. Obligé de fuir avec son mystérieux protecteur, Jules rencontre Vic, le frère aîné de Kai. Malgré leur passé trouble, les deux frères semblent prêts à tout pour l'aider. Jules n'a d'autre choix que de leur faire confiance, sans savoir quelles sont réellement leurs intentions, ni pourquoi elle est si portante à ses yeux. À leurs yeux. Donc c'est vrai qu'on pourrait facilement donner le même rôle à Stephen, à Damon et Elena, avec leurs pouvoirs spéciaux, etc. C'est vrai que comme ça, quand tu fais le parallèle, voilà. Mais bon, au final, toutes les histoires de triangle amoureux, enfin, vraiment, Vampire Diaries et Twilight, c'est vraiment des moments clés de la période éditoriale et cinématographique, oui, on va dire ça comme ça, parce que c'est des séries qui ont marqué les esprits de ma génération, par exemple. Donc, comparer, franchement, enfin, c'est pas non plus utile de comparer tout à tout, quoi, parce que, bah, tout simplement parce que si c'était vraiment pareil, bah, en fait, ce serait du plagiat et jamais ça aurait été édité, donc c'est que bien, il y a bien quelque chose de différent là-dedans. Voilà, moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré le petit retournement de situation, il y a un côté très tragique que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment super intéressant et je vous le conseille fortement si vous voulez une petite lecture qui est rapide, hein, je l'ai lu en quelques heures seulement aussi, 313 pages. Voilà, si c'est votre trip, les triangles amoureux, allez-y. Ensuite, mardi, j'ai lu enfin c'est pas des tomes 1 et 2, mais on va dire que le premier qui est sorti et le deuxième sorti, donc c'est Sur les traces du fabuleux trésor breton et Sur les traces du fabuleux trésor d'Aquitaine de Vanessa Pontet chez Pulp Fiction. Donc ce sont deux romans historiques fantastiques que j'ai adorés. Ça faisait un bail que je l'avais dans ma palle, lui il s'est rajouté il y a quelques mois à peine. Et puis j'avais très envie en fait de me relancer dans des jeunesses historiques. Et ma foi, c'était vraiment génialissime.
Pour l'histoire, nous avons Faustine, qui est une jeune adolescente de 13 ans et 14 ans, ou 15 ans, voilà, entre 13 et 15 ans. Son papa est une star du cinéma, et une star du cinéma en tant que comédien, et il va faire ses débuts en tant que réalisateur. Donc ici, pendant les vacances d'été, ils vont partir en Bretagne pour tourner pour que son père puisse tourner une série historique sur un trésor d'un royaliste, le comte de Sombreuil, exactement Charles-Eugène Viraud de Sombreuil. C'était un royaliste qui voulait en fait remettre Louis XVII sur le trône alors que la République était en train de se mettre en place en France. Donc du coup, on va découvrir en fait ces petits jeunes qui vont malheureusement rencontrer certains fantômes qui vont leur mettre la pression pour retrouver le trésor du comte de Sombreuil. Donc ce sont des histoires réelles, ce sont vraiment des légendes qui existent donc là en Bretagne du côté du Quiberon. Voilà, donc ce sont des villages réels, ce sont vraiment des faits historiques qu'a potassé Vanessa Ponté. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté historique réel et tourné de façon fantastique et avec tout le côté cinématographique qui pour le coup m'avait hyper embarrassée et hyper ennuyée dans le film Hollywood Monster qui se voulait aussi très proche de l'aspect cinématographique, alors que là c'était vraiment génial parce que on n'était pas embourbé dans tout le langage cinématographique, dans tout le processus, etc. Là c'était vraiment en background, voilà. Mais j'ai appris quand même pas mal de choses. Mais c'était vraiment en arrière-plan, tout en étant présent. Enfin, c'était vraiment super bien géré, ce côté-là. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant. Là, c'est le même principe, hein, je vais vous dire exactement la même chose, sauf que là, on part à la quête d'un nouveau trésor, le trésor de la reine d'Aquitaine, Aliénor. Donc là, ça se passe côté niveau Moyen-Âge, avec Richard comme roi d'Angleterre, il me semble. Après, moi ça m'intéresse énormément, hein, l'histoire sur le moment, mais après c'est vrai qu'après lecture, les faits se mélangent très vite hein, dans ma mémoire. Mais du coup, voilà, c'est par rapport à cette période où l'Aquitaine était disputée entre l'Angleterre et la France. Celui-là est un poil plus long, mais parce que là, l'aventure était un peu plus compliquée, un peu plus complexe, et le point commun aussi que j'ai oublié de citer dans les deux livres, c'est qu'il y a une certaine critique des réseaux sociaux, parce que Faustine est accro aux réseaux sociaux, et ça va lui jouer des tours, en fait, d'user de ces réseaux sociaux dans cette quête au trésor. Donc ce sont vraiment des livres géniaux. On a énormément d'illustrations, donc au final la lecture est vraiment hyper plaisante et vous les sentez pas passer quoi. Donc pour vos petits jeunes qui sont fans d'histoire ou qui aimeraient apprendre des choses un peu sur les trésors, sur les légendes de trésors françaises, eh ben j'espère que cette série continuera parce que c'est vraiment génial, vraiment génial. Chapeau Pulp Fiction. Ensuite, il me reste 4 livres à vous présenter. Le livre des rêves interdits de David Farr chez Michel Lafon. Là, c'était un livre que je repoussais un peu parce que déjà, c'est quand même une petite pave. Et puis, on en faisait vraiment des grosses éloges sur les réseaux. Et au final, eh ben, écoutez, j'ai été subjuguée par cette lecture. Je crois que un soir, j'ai lu 58 pages et en fait, le lendemain, eh ben, j'ai lu le reste d'une traite. Donc là, c'est un jeunesse. Rachel et Robert Klein grandissent en Krasny où les livres sont interdits et où les enfants n'ont pas le droit de sortir. Alors quand leur père leur confie un ouvrage vieux de plusieurs siècles avant de subitement disparaître, les deux enfants n'ont d'autre choix que de fuir. Pourchassés par la police, le frère et la sœur doivent découvrir la vérité sur la magie du livre des rêves interdits et sa mystérieuse dernière page. Son pouvoir le suffira-t-il à échapper à la didacture et retrouver leur père ? Un roman palpitant sur le pouvoir des mots débordant d'aventure et de magie. Cette lecture plaira à tous les fanatiques de bouquins, de bibliothèques,
de mystification du livre. Il y a aussi un côté très spirituel parce que on va parler beaucoup du monde des morts, on va parler du deuil, on va parler du monde des vivants. Enfin, ça va être vraiment hyper spirituel ce livre, tout en étant hyper terre à terre parce que l'intrigue politique est super importante là-dedans. Le dictateur va être en fait au cœur de cette histoire. Et ses enfants vont devoir se séparer du coup pour explorer chacun de leur côté une piste. Et du coup, ça va être une histoire vraiment hyper palpitante, hyper intrigante, allaitante parce que on va suivre de manière complémentaire les histoires des deux enfants, un coup l'un, un coup l'autre, et du coup la réunion des deux va être vraiment géniale. Et c'est enfin un livre vraiment rempli de surprises. J'ai adoré cette lecture. La plume était vraiment géniale, j'ai rien eu à dire. C'est vrai que j'avais peur quand même qu'il y ait des longueurs au niveau des descriptions et tout, mais au final, pas du tout. Ça bouge constamment, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux indices, il y a plein de choses qui se créent là-dedans. Et voilà, et pour un one-shot, vraiment, chapeau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, l'objet livre, en soi, est vraiment splendide aussi. Hein. Donc, c'est vraiment un 5 sur 5 sur plusieurs points, cette lecture. Ensuite, j'ai lu Woodwalker, La métamorphose de Karag, chez PKJ de Katja Brandis, donc le premier tome. Pour l'instant, il y a 3 tomes parus en France. J'ai le tome 2 en numérique et j'attends de voir si je continuerai ou pas cette série pour me procurer le tome 3. Mais ma foi, écoutez, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc on va suivre Karag, qui est à première vue un être un petit peu ordinaire, sauf qu'il a la particularité de pouvoir se transformer en puma. On les appelle les Woodwalkers, parce qu'ils marchent en forêt, enfin voilà, cette idée-là d'avoir une double vie dans la forêt. Ce sont des tout petits livres, vraiment. Donc ce sont des cours d'histoire, ils font 268 pages pour celui-là. Karag va décider en fait de quitter sa vie en forêt, sa peau de puma, pour s'intégrer complètement chez les humains. Sauf que ça se passe très mal chez les humains. Et on va venir le démarcher pour entrer dans la Clearwater High School, une école pour tous les Woodwalkers. Donc c'était vraiment très très bien. C'est un peu dans la veine de Animal Tattoo, dans toutes ces histoires de métamorphes, hein. Mais celui-là, je l'ai bien aimé, j'ai bien accroché avec l'histoire, j'ai bien aimé avec la plume, et puis il y a le fait aussi que ce soit pas une série à rallonge avec des tonnes de cycles, de saisons et de hors-série et de machin. Donc là, je vais lire quoi? Je vais lire une BD et un petit roman, et ensuite je vais m'attaquer au tome 2 en numérique, parce que j'ai bien envie de savoir les plans démoniaques de la personne qui en veut personnellement à Karag. Vraiment, j'ai beaucoup bien aimé. Je pense que c'est un livre que je recommanderais au boulot parce que ça pourrait vraiment plaire à tous les amateurs et amatrices de romans fantastiques courts avec des animaux. Voilà. Et puis bon, aussi, je trouve que c'est une beauté éditoriale. Je sais que ça fait un moment qu'il est sorti le tome 1, je le voyais de partout, on en parlait énormément. 2023, du coup, l'année dernière, on en parlait énormément avec la sortie du tome 2 cette année, je crois, ou le tome 3 cette année. Et je m'étais jamais penchée dessus parce que justement j'avais ce goût amer de Animal Tattoo, voilà, qui m'avait laissé un peu pantelante parce qu'il y avait énormément de tomes et tout, et je me sentais pas prête encore de retourner dans des histoires de métamorphes. Et au final, je suis bien contente de l'avoir sorti parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, les 3 derniers, là je vais en parler de 2 ensemble en même temps parce que vous avez les chroniques écrites sur Instagram. Donc nous avons là le tome 2, La Tour des Rêves Conteurs, de la série Les Gardiens de la Magie. Et là vous avez le tome 2 de la série de Les 7 Grimoires, donc l'Étoile des Valkyries, tous deux écrits par Mélusine Chouraki en auto-édition. Ce sont des livres du coup fantasy et fantastique, ouais, fantasy. Alors, l'Étoile des Valkyries, c'est purement fantasy. Là, les Gardiens de la Magie, on est plus dans du fantastique, parce qu'au final, dans le premier tome, ce sont vraiment des enfants lambda qui se retrouvent dans une colonie très louche, et ils vont s'apercevoir qu'il existe tout un monde, etc. Donc il y a vraiment ce côté fantastique.
Bien que après, ce tome 2 se trouve plus un peu dans le côté fantasy parce que on a plus cette surprise-là, en fait. Donc, je sais pas si on peut dire qu'un tome est fantasy et l'autre fantastique, mais dans l'explication, c'est plutôt ça, alors que là, on est vraiment dans de la fantasy, voire même dans de la dystopie avec le premier tome, parce que ça se passe en 2400 et quelques, où il y a eu une espèce de contamination sur le dos des dragons qui rend l'air irrespirable, avec cette image, cette idée très présente du Covid, parce que du coup, dans le premier tome, qui est l'herbier, les habitants doivent vivre absolument tout le temps avec un masque sur la tronche et ne peuvent pas l'enlever. Et du coup, il va y avoir toute une histoire avec ce masque, avec les mensonges de l'élite, qui en fait pourrait mentir sur le fait que l'air soit toujours contaminé. Donc en fait, Aline va découvrir certains pouvoirs magiques liés à des grimoires. Donc le premier grimoire, c'est l'herbier dans le premier tome, et là nous avons le grimoire, donc l'étoile des Valkyries. C'est vraiment des histoires de fantasy et fantastique vraiment génialissimes, avec une plume qui est d'une franchise et d'une justesse vraiment excellente, une autrice auto-éditée qui mérite vraiment toutes mes louanges, et j'ai pas tari mes louanges sur mes chroniques écrites. Donc je vous invite à aller sur Instagram pour vraiment lire ce que j'ai dit de ces romans. Ensuite, le dernier, vous pourrez vaquer à vos occupations, c'est le tome 2 de La Fille Renard, le festin fantastique de Andy Sagar chez PKJ. J'avais adoré le tome 1, la merveilleuse boutique sur pattes, donc j'avais très hâte de lire le tome 2 avec cette histoire de festin fantastique là, avec plusieurs épreuves et tout, mais je l'ai trouvé, c'est quand même une petite déception. J'ai mis un 3,5 sur 5 au lieu du 5 sur 5 du premier tome, parce que je l'ai trouvé assez rébarbatif, assez lent, assez à tourner autour du pot, enfin, j'ai trouvé qu'il manquait de rythme en fait. Je pense que les choses auraient pu s'enchaîner plus rapidement pour rendre l'histoire plus haletante, plus prenante quoi. Là vraiment, j'ai lu, je crois, les 50 dernières pages un peu en diagonale, parce que déjà dans ce tome-là, il y a beaucoup plus de descriptions qui sont très longues, où on va t'énumérer des dizaines d'éléments pour pas grand-chose. Et voilà, ça rajoutait des longueurs dans les chapitres vraiment un petit peu inutiles, quoi. Et ça, c'est vraiment rédhibitoire pour moi, les descriptions à rallonge, qui ne sont peut-être pas forcément indispensables à la compréhension de l'histoire, quoi. Donc voilà, pour moi, la déception de ce mois-ci, c'est malheureusement celle-là. Enfin, de cette deuxième quinzaine de juillet, on va dire. Mais voilà, franchement, petite déception pour ça. Je pense pas du coup me procurer la suite, parce qu'au final, ça m'a fait perdre l'intérêt en fait pour cette histoire. Donc voilà, c'est bien dommage, parce que c'était une histoire vraiment très gourmande aussi. Mais écoutez, c'est pas grave, parce que ce genre d'histoire, eh bien écoutez, je pourrais les retrouver avec la pâtisserie Bliss. Il y a le tome 2 qui m'attend dans la palle. Donc j'espère que voilà, je retrouverai ce côté gourmand que j'aimais énormément dans Pâtisserie Bliss, et que je ne serai pas une nouvelle fois déçue, quoi. Mais voilà, écoutez, donc du coup, oula, je viens de voir que mon fils avait écrit sur les vitres de la bibliothèque, bref. Ce fauteuil est vraiment génial. Je me sens lire des heures et des heures dessus. Bref. Donc voilà, écoutez, pour moi, ce bilan est plutôt positif dans l'ensemble. En tout cas, cette deuxième quinzaine de juillet, j'ai bombardé. Et que des livres vraiment géniaux. C'est un très très bon mois. Mis à part La Fille Renard, bien sûr, il en faut toujours un. Mais vraiment génial. Et puis ma palle, écoutez. Alors ma palle, je l'ai fait descendre à 66 ce mois. Enfin, au 15 juillet. Non, je crois que j'ai rajouté des livres. C'était quand lundi. Enfin, autour du 20 juillet, j'étais à 66 livres numériques. 66 livres de ma palle. Sauf que du coup, je me suis dit, putain, 66 livres physiques et tout, ça se fait quoi d'ici la fin de l'année, je suis plutôt bien, ça me met pas le stress, et du coup, bah en fait, dans ma palle Babelio, celle où je répertorie tout, eh bien, j'ai rajouté des livres numériques qui, jusqu'à présent, tous mes livres numériques n'étaient pas dans ma palle Babelio, parce que je faisais une certaine distinction entre les deux, parce que pour moi, la palle de papier était prioritaire.
Sauf qu'en fait, j'ai découvert que le fait de mélanger livre numérique et livre papier, ça m'apportait une certaine richesse. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu découvrir vraiment des petites pépites qui se cachaient dans ma palle numérique. Et du coup, eh ben, je me suis sortie, enfin, j'ai rentré dans ma palle Babelio quelques livres numériques qui me faisaient super envie. Donc comme ça, maintenant qu'ils sont sur ma palle Babelio, eh ben, j'aurai un peu plus ce côté challenge de les lire. J'ai rentré énormément de livres numériques thriller, horreur, en prévision des prochains challenges qui vont arriver. Donc c'est vrai que tous les trucs un peu féeriques, tout ça, ne seront plus trop pesants, j'imagine, dans les saisons à venir, parce que je fais le Pumpkin Autumn Challenge, après je ferai le Black November, et ensuite je pense que je ferai le Cold Winter Challenge aussi. Et c'est vrai que ce sont des lectures qui tournent surtout autour de sujets sombres, autour de sujets hivernales et tout, donc il y aura plus trop ce truc... ce truc fantastique, pétillant, comme sur les traces du fabuleux trésor breton par exemple, ou comme les Woodwalkers, où c'est vraiment des choses qui sont très pétillantes, très colorées, etc. Donc voilà, je me suis surtout sur... C'est très dur à dire. Je me suis surtout sortie... Il y a une araignée au plafond. Je me suis surtout sortie des livres numériques, voilà, qui traitent de ce sujet, thriller horrifique et tout, pour les mois à venir. Et puis voilà, et puis l'été prochain, je sortirai d'autres livres de ma palle numérique que je rajoutais sur celle de Babelio, sachant que à la rentrée littéraire, j'ai déjà 12 livres dans mon panier, des précommandes sur le mois de septembre, octobre et novembre, que j'attends énormément. Ce sont surtout... Alors, il y a quelques débuts de série, mais c'est surtout des suites et des fins de série. Donc voilà, je sais déjà qu'à la rentrée, il y aura peut-être bien une bonne quinzaine de livres papier qui rejoindront ma palle. Et je sais aussi que au mois de novembre, je vais au salon de Montreuil, et que vu que ça fait depuis mes 18 ans, ça fait 8 ans que j'attends d'y aller et qu'à chaque fois, à chaque année, on n'a pas pu y aller, là, cette année, je vais y aller et ça va être du no limit. Je vais à un stand. Bon, bien sûr, il ne faudra pas que ce soit des achats vraiment impulsifs. Non, je ne suis pas sûre de moi parce que franchement, ça me ferait chier de revendre ou de donner des livres que j'aurais achetés à Montreuil. Donc, ça sera du no limite, mais quand même dans la limite du raisonnable, dans la limite de ce que j'aime lire et de ce que je pourrais lire, quoi. Mais voilà, s'il y a un livre, je me dis, putain, celui-là, il a l'air super bien, bah, qu'il fasse 18 balles ou 25 balles, je le prendrai. Voilà, donc ça va être vraiment ma thérapie, ça va être vraiment... ça va faire du bien, quoi. Voilà, on va partir avec mon mari et mon fils une semaine à Paris. On va faire les 2-3 jours de salon. On va aller à Disneyland avec mon petit. Enfin voilà, ça va vraiment mettre une semaine vraiment en parenthèse de tout ce qui est arrivé, de tout ce qui a pu se passer et tout. Donc j'ai vraiment super hâte de ça et voilà, ça va vraiment être un moment hyper important cette année. Donc voilà, écoutez, il me reste encore pas beaucoup de livres à lire en soi, hein, physiques, et puis on n'est pas à l'abri encore que ça me pète et que je vire des livres parce que ça m'intéresse plus. Là j'en ai viré, ce mois-ci j'en ai viré 5 de ma palle, voilà, qui me tentaient plus, etc. Il y avait par exemple, il y avait La Maison de la Nuit, je me sentais pas de me lancer dans une série de 11 tomes, quoi. Puis bon, voilà, ça me faisait plus trop envie. Et puis dans le même style, il y a Assoiffé de Tracy Wolff qui est aussi dans ma palle, le tome 1. Là aussi, je sais que je me lance dans une série, je crois qu'il y a le tome 10 qui est sorti. Donc au final, l'argument est un peu bateau pour La Maison de la Nuit. Mais disons que c'est une série peut-être qui correspond un peu mieux maintenant à l'âge que j'ai, Assoiffé, que La Maison de la Nuit. Voilà, enfin bon. Écoutez, cette update lecture était un peu long, mais très riche, très très riche. Donc... je vous remercie d'être là si vous êtes encore ici à ce moment-là. En tout cas, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.